take it all on me. Get buzzed like coffee, spilling all over the car seat. Salut à toutes et à tous, l'UFC 299 approche. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Bienvenue dans la carte, c'est parti. Et la carte, c'est donc notre nouvelle émission. Il y aura des analyses, il y aura des pronostics. Et évidemment, c'est proposé avec BetClick, le partenaire officiel d'RMC Sport et de l'UFC pour parier sur tous les combats. J'ai le plaisir d'accueillir Taylor Lapillus et Antoine Simon. Comment ça va les gars? Ça va super, ça va très bien. On a aussi le plaisir d'être là, ici, à la Hatch Academy. Alors, c'est une salle, Antoine Taylor, où il y a beaucoup de très grands combattants qui ont l'habitude de s'entraîner. Il y a Saladin Parnasse, évidemment, qui s'entraîne avec Hatch. Il y a même Cédric Doumbé qui est de passage ici. C'est une des plus grandes salles de France, Antoine. Même moi, qui me suis entraîné dans cette salle, à l'époque, bon, ça fait quelques années maintenant. Attends, c'était il y a combien de temps? J'ai déjà vu une tournée ici, 2-3 fois. Tapis et tout, 2-3 fois, tu demanderas à Hatch. En même temps, les gars, regardez, si vous êtes en tenue, c'est pas pour rien. C'est que vous voyez, il y a une cage derrière nous. Il y a déjà des gars qui sont en train de s'entraîner. On va les présenter tout à l'heure. Merci à Hatch, encore une fois, de nous avoir prêté la salle. Vous allez tout à l'heure nous faire des démonstrations de ce que vont pouvoir faire les combattants pour essayer de remporter leur combat. Ici, on est pour l'UFC 299. Je suis très content de pouvoir enfin expliquer, parce qu'on fait souvent nos pronostics sur les combats, on explique comment ça va se passer. Et là, on va pouvoir vous montrer exactement comment ça se passe vraiment dans la cage. Il y aura un système de classement qui sera mis en place aussi entre vous pour savoir qui aura fait les meilleurs pronostics. Et au fil des émissions La Carte, eh bien, on ajustera ce classement, on verra qui est le meilleur d'entre vous. Je vais te faire une confidence. C'est-à-dire que très souvent, on fait des pronos entre nous. En fait, on le fait à chaque carte, à chaque événement. Et regarde ce qui se passe. Quand il commence à avoir tort, parce que souvent il a tort, quand il commence à avoir tort, là, je suis obligé d'aller du côté de Taylor. Il renégocie en cours d'événement. Ouais. C'est-à-dire qu'il me dit, attends... Oui, mais j'avais dit que... Non, il me demande d'échanger le prono. Prends lui gagnant et moi je prends le perdant. Donc, écris au stylo, pas au crayon à papier, comme ça il peut pas effacer. Exact, t'as compris. Donc ça donne une idée un peu de l'état d'esprit du gars, tu vois. Le décor est planté, les gars. On va pouvoir passer au vif du sujet et rentrer dans le combat. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Enfin, on y est. La météorite du MMA. Une démonstration de Benoît Saint-Denis. A rendez-vous pour le combat de l'année du sport français. Il a mis 15 sur un kick. Un combat qui peut faire de Benoît Saint-Denis une méga star. Pour ça, il doit battre I would like to go for Dustin Poirier. une des légendes de l'UFC. C'est une vraie superstar en tout cas de l'UFC que va affronter Benoît Saint-Denis. Chez lui, à Miami, dans un des events de l'année. On est prêt pour partir sur 5 rounds de guerre contre The Diamond. I gotta really stop this guy. Very dangerous guy. I gotta put him down. Un main event de dingue pour mettre l'UFC à ses pieds. J'y vais en conquérant. Je veux écrire mon histoire de la plus belle des plumes possible. C'est la guerre tout de suite. Il gravit les échelons plus vite que les autres parce qu'il finit ses adversaires. I think this guy has all the potential in the world. And those are the kind of fights that excite me, man. I think I can submit him or knock him out. Moi, mon objectif, c'est de devenir champion à l'UFC. I'm coming, guys. Poirier Saint-Denis, samedi en direct, seulement sur RMC Sport 2. Vous l'avez compris, c'est une dinguerie absolue qui vous attend sur RMC Sport samedi soir, sur la chaîne Twitch d'abord, et puis à partir de 23h30 sur RMC Sport 2. C'est le plus grand combat de l'année pour le MMA français. On attend ça, on est impatient là. Mais c'est l'un des plus grands combats, selon moi, pour le MMA français, parce que Benoît Saint-Denis va affronter une véritable légende, un futur Hall of Famer de l'UFC, un combattant qui a battu tous les plus grands champions, mais pas au bon moment. C'est pour ça que lui-même n'a jamais été champion. Puis de l'autre côté, t'as Benoît Saint-Denis, Taylor, toi tu le vois évoluer depuis plusieurs années, t'es combattant à l'UFC aussi. On peut se dire que ça peut être le premier Français à être champion à l'UFC maintenant. En tout cas, il est bien placé pour. C'est-à-dire qu'on a des gros espoirs en lui. On l'avait pas vu venir, mais il a fait une entrée fracassante là ces derniers 18 mois. Et très sincèrement, moi je suis confiant. Et puis vous le savez, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur les différentes antennes RMC Sport avec un film incroyable sur le combat. Il s'appelle Fury. Le film, il fait un carton sur notre nouvelle chaîne YouTube RMC Sport Combat. Of course, I have aches and pains. I've been fighting a long time. But as long as I can compete with these guys, I don't see why I wouldn't. He needs to fight, just for his own well-being and his own sanity. You know, Dustin can say whatever he wants about not wanting to take damage, but man, you put him in that environment and, you know, he's gonna swing.
Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a une carte de folie, une carte franchement avec 9 combats à partir de 2h du matin sur MC Sport 2, les gars. Par exemple, il y a même Mateusz Gamrot, qui est dans la catégorie des moins de 70 kilos de Benoît Saint-Denis, qui est mieux classé que lui, et pourtant, il est en carte préliminaire de cet événement. Ça prouve la valeur de cette carte. Lorsqu'on met des combattants du top 10 sur la carte préliminaire, c'est qu'on a une carte énorme. Et en plus, on vous parle de Benoît Saint-Denis comme presque du main event de la soirée, alors que c'est même pas le main event. On a un combat au-dessus encore avec Marlon Vera et Sean O'Malley. On va vivre le plus grand combat donc, du MMA français, peut-être après Gane contre Jones. C'était il y a quasiment pile 1 an. C'est un combat qui pourrait rapprocher BSD du top de sa catégorie, et on le détaillera, mais ce sera l'avant-dernier combat d'une soirée de folie. On s'attend franchement à un bain de violence, et au moment où on se parle, BSD est même favori dans son classement. En tout cas, on l'a dit, il est pour l'instant 12e. Poirier, lui, il est 3e. Et puis franchement, dans cette caté, il n'y a que des tueurs avec Gaethje, Oliveira ou Makhachev qui est tout en haut du classement puisqu'il est champion. Dans combien de combats c'est atteignable pour BSD d'aller prendre Makhachev, franchement ? Moi, je peut aller pense vite, hein. ça peut aller vite. Et je pense que s'il gagne contre Poirier, à mon avis, on parle de 2 combats max. Et moi, je pense. T'es d'accord ? Je dirais même plus, tout dépendra de la manière. Parce que s'il ravage complètement Dustin Poirier, il peut faire un mont, il peut être le prochain directement. Benoît Saint-Denis, finalement, il y a quelques années, on ne le connaissait pas vraiment. Aujourd'hui, c'est une vraie star. Oui, puis c'est un profil atypique sur le circuit français. On n'a jamais eu de combattant qui ressemble à Benoît Saint-Denis. Déjà, dans sa manière de combattre, il est ultra agressif, il va tout droit devant. Un ancien des forces spéciales, il est armé d'un mental d'acier. Et puis, il nous fait des guerres comme on n'a jamais vu dans le MMA français. Face à lui, il y a Dustin Poirier. On dit que c'est une légende. Alors, il y en a certains qui vont dire c'est un peu trop, il n'a jamais eu la ceinture de champion. Mais en fait, la carrière qu'il a, Dustin Poirier, c'est juste un truc de malade. Ce qui est fou, c'est que si on regarde son palmarès, il a battu je ne sais combien de champions de l'UFC, mais pas à la période où ils étaient champions. Ce qui fait que lui-même n'a jamais eu la vraie ceinture de l'UFC. Malgré tout, les guerres qu'il a livrées et son style de combat font que ce combat va être ultra spectaculaire. Ça va être spectaculaire, d'autant qu'il y a des punchlines qui commencent à sortir des deux côtés. I'll be the judge of that. You know, I'll be the judge if he's ready. I gotta put him down. La meilleure marque de respect que je peux lui donner, c'est de lui arracher la tête. Taylor, les forces et les faiblesses de Benoît Saint-Denis et de Dustin Poirier. On commence par Benoît Saint-Denis. En ce moment, on a l'impression que c'est plus facile de lui trouver des forces que des faiblesses à Benoît. Ouais, il nous a pas montré trop de défauts en vrai, même si il y en a un petit peu. Mais moi, je dirais dans ses forces, son mental. C'est pour moi son arme favorite, clairement. On a l'impression qu'il est indestructible. On ne peut rien lui faire. Mais d'ailleurs, même dans sa seule défaite à l'UFC, contre Eliseu dos Santos, même là, le mental, limite, il a été plus fort que jamais. Il n'a pas été cassé. C'est-à-dire que physiquement, on a senti que ça allait pas, mais mentalement, il était toujours là. C'est un BSD avec un gros mental, avec une grosse jambe arrière, avec une grosse lutte. Alors, vas-y, tu sais quoi, Taylor, va sur la jambe arrière, justement, parce que c'est peut-être le coup qui l'a fait le plus se démarquer dans ses combats et obtenir des victoires. C'est cette jambe gauche qu'il envoie, cette jambe arrière qu'il envoie sur ses adversaires. On l'a surtout remarqué dans le combat contre Bonfim. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont travaillé en middle kick, sur les avant-bras, au corps, et là, on s'est dit, mais il a une jambe arrière de fou. Alors, ça faisait un moment déjà qu'il l'utilisait. Et je trouve que sa jambe gauche, c'est vraiment, je sais pas, il t'envoie à chaque fois qu'il te met un middle, c'est un poteau que tu prends au corps et dans les avant-bras. Tu l'as évoqué aussi, la lutte qui est très forte chez Benoît. Il a un vrai système de lutte, il fait ça très bien, il récupère très souvent le dos de ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a un vrai process où vous met la main dessus, il vous emmène au sol, il vous prend le dos et généralement il vous étrangle. Et il y a beaucoup de combats qu'il a finalisé comme ça. Donc je pense que Poirier, clairement, ça va être un problème. Parce qu'il faut tenir compte du fait que Benoît en fait, a commencé son apprentissage du MMA par le jiu-jitsu brésilien. Donc il a une solide base de jiu-jitsu brésilien, il s'en sert très bien dans ses combats. Et encore une fois, ce que j'apprécie chez lui, c'est que c'est un combattant véritablement complet, qui sait tout faire. Et d'un point de vue technique, déjà, il est tout aussi agressif debout qu'en lutte ou au sol. C'est-à-dire même dans les phases de grappling, dès qu'il a l'occasion de frapper, il va frapper. Donc c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais et qui noie ses adversaires carrément. Il les submerge complètement avec une agressivité constante et un pressing constant jusqu'à ce qu'il cède. Et il s'avère que, je ne sais pas si t'es de mon avis, Taylor, mais Dustin Poirier, quand on le presse comme ça, il a tendance à céder parfois. Non, déjà. Non, si. Après, on est sur Benoît, tu vois, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai point fort. Il va de l'avant. Pour moi, ce serait peut-être même un petit peu son défaut, finalement, de trop aimer la bagarre. Et puis, il est un peu ouvert de temps en temps. Ça, il faut quand même qu'on en parle. C'est-à-dire qu'il y a des combats où
c'est quand même très ouvert, c'est très large. C'est-à-dire que, juste vraiment de manière basique, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à se faire contrer, possiblement, parce qu'il est très généreux et qu'il avance tout le temps. Mais il peut prendre un contre ou deux au passage. Après, pour le moment, son menton, il tient le coup. Donc ça va, mais attention quand même à ça. Justement, dans ses défauts aussi, tu disais qu'il y a l'incertitude de son cardio sur 5 rounds. Sauf qu'on ne sait pas vraiment s'il a le cardio pour tenir cette distance. Et comme tu le dis, il est tellement généreux. Il a fini tout le monde jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il l'a dit lui-même en interview. Nobody is gonna do 3 rounds with me. I'm gonna catch everybody. I'm coming for everybody in the lightweight division. Là, on parle de 5 rounds. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette violence pendant 5 rounds de 5 minutes? Ça, c'est la grande question. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui le sait. C'est surtout la question, c'est est-ce que Poirier pourra contenir cette violence pendant plus de 3 rounds? Ouais, en réalité, là, on parlait de 5 rounds, on va jamais y arriver. Franchement, est-ce qu'on va arriver au 4e, 5e? Écoute, bon, on verra ça dans les pronos tout à l'heure. Si on arrive au 5e round, ils vont tous les deux à l'hosto après. ça c'est sûr. Face à lui, on a Dustin Poirier. Donc on parle de la légende américaine. 29 victoires, 8 défaites en carrière. Il a un ratio de 76% de finition. À l'aise en KO, 14 en soumission aussi puisqu'il en a 8. Il y a une donnée chez Dustin Poirier, c'est qu'il a jamais perdu 2 combats d'affilée. Taylor, vas-y pour les forces et les faiblesses de Dustin Poirier. C'est la boxe de Dustin Poirier. Il a des mains qui sont rapides, c'est un bon gaucher. Technique, très technique. Il est très technique. Ça, il est plus technique que puissant en boxe? Ouais, il est plus technique que puissant, mais par contre, il gère très bien la mi-distance, ce qu'aime beaucoup Benoît. Il bloque par exemple avec ce genre de défense, ensuite il va remiser avec un crochet, et ça, c'est très efficace. Okay. Il a notamment secoué Conor McGregor comme ça. Va falloir faire attention à tous ces échanges-là à courte distance, où il va attendre que Benoît l'agresse avec des frappes pour pouvoir le contrer. Comment est-ce que Dustin Poirier va pouvoir appliquer sa guillotine face à un garçon comme Saint-Denis, qui est très à l'aise dans ce domaine-là aussi? Poirier, il a l'UFC depuis longtemps, hein, donc il a quand même une grosse expérience, il est complet partout, ça on le disait. Maintenant, j'ai remarqué que la plupart des finalisations qu'il a mis, il avait bien tabassé les mecs avant. Donc ça va dépendre de quel état dans quel état est Benoît au moment où il va essayer de le finaliser. Chaque fois que tu dis tabasser, t'as un petit sourire un peu vicieux comme ça, c'est à chaque fois. À chaque fois. C'est ça, je cherchais un autre mot et puis j'ai dit allez, vas-y, va te tabasser. Donc c'est sorti. C'est un peu ce qui va se passer malgré tout. Et après, j'irai la récupération au KO. Pourquoi? Parce que il a quand même pris un très gros KO récemment. Charles de Bronx Oliveira qui lui a battu tous les. Oh, il a mis KO sur un kick. Wow. Un coup. Un kick, il a éteint Dustin Poirier littéralement. En tant que combattant, je peux vous le dire, quand vous prenez un KO comme ça, on s'en souvient. Il faut du temps. Clairement, il faut du temps parce que on est un peu hanté, on revit le truc, et puis c'est un écran noir, on se réveille, il y a des gens au-dessus de ta tête. Enfin, c'est un souvenir que t'as pas envie de vivre en fait, tu vois. Tu nous racontes un souvenir que t'as déjà eu? Non, ça je l'ai pas vécu, tu vois. Il y a des gens au-dessus de ta tête. Mais c'est comme ça qu'on me le raconte et ça me fait tellement froid dans le dos que je me dis, wow, c'est un truc que je veux pas vivre. La carte continue, ça y est, on est dans l'octogone de la Hatch Academy. Je suis toujours avec Antoine et Taylor. Taylor, les mitaines sont en place. C'est bon, t'es prêt à en découdre? Ouais, ça y est. Allez, justement, t'as amené un adversaire, Fabakary Diatta, combattant du Bellator, combattant de la Hatch Academy. Comment ça va, Baba? Très bien. Et en plus, t'es venu accompagner Mathis Nazil qui est avec toi. Mathis, ancien combattant, je sais pas si t'es toujours professionnel ou pas, t'as un combat chez les pros, mais en tout cas, t'es coach à la Hatch Academy. C'est ça. Antoine, ce que tu crois, c'est qu'il doit agresser, il doit épuiser, mais attention surtout à ne pas se faire contrer par Dustin Poirier. Je pense, selon moi, que c'est la clé de la victoire pour Benoît, à savoir agresser son adversaire, le mettre sous pression constante. Ouais. Donc Taylor et Benoît Saint-Denis et Baba et Dustin Poirier. Donc Taylor va nous expliquer en fait comment il peut rentrer sur la distance sans se faire contrer par la droite ou la gauche de Dustin Poirier. Alors l'idée dans la posture de Benoît, on se rend compte qu'il est très souvent fléchi sur ses appuis, ça lui permet de défendre la lutte et surtout d'être bien stable sur ses frappes pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Donc il commence très souvent par un jab et ensuite il suit avec un crochet. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est éviter d'essayer des ouvertures après avoir frappé, c'est-à-dire d'avoir des trajectoires qui sont trop larges. Ça rentre, attention au genou quand il rentre, le crochet encore. Oh, le crochet encore, c'est vite, il crochet à la tête. Il reste sur lui, il reste sur lui. Il attaque le corps de nouveau. Attention, crochet en contre, attention. Donc il va falloir resserrer un petit peu tout ça, peut-être rentrer plus sur des coups en ligne et ensuite venir au contact comme il sait le faire. Donc ça donnerait quelque chose un petit peu comme ça. On démarre le combat, il est ici, il attaque là. On va accélérer derrière. Voilà. Oh, magnifique.
Mathis, tu crois que ça peut être une bonne option, ce que vient de montrer Taylor? Je pense que ça peut être une très bonne option. On voit que Dustin Poirier, il est vachement dangereux sur tout ce qui est mi-distance. Donc, quand tu rentres en ligne, que tu boxes et que tu viens coller tout de suite, on reste le moins possible sur cette mi-distance-là. Et puis après, le fait de pouvoir coller contre la cage, on l'a vu dans les derniers combats de Benoît, il fait des très belles transitions. Il passe dans le dos, il passe sur ses singles, etc. Donc, je pense que ça va être vachement intéressant de bosser là-dessus. C'est là où Benoît doit travailler. Et alors, ce que je trouve intéressant dans le travail de Benoît, c'est que non seulement il lutte, mais également il frappe dès qu'il a l'occasion. Voilà, il y a des coups qui partent, des coups de poing, des coups de pied, ça va perturber la défense de Poirier. Et derrière, comme l'expliquait Mathis, il y a plusieurs options pour amener le combat au sol. Il faut qu'il continue son pressing constant comme ça, tout le temps. Il va alterner les frappes et les takedowns. C'est-à-dire qu'au moment où son adversaire se relève, il repart encore dans un autre takedown. En fait, pour moi, le point fort de Benoît Saint-Denis, c'est vraiment ses transitions. Il y a très peu de temps mort entre sa boxe, sa lutte, etc. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence ici. Tu crois que ça va épuiser Dustin Poirier? Il ne sait pas gérer ces moments-là où il est acculé contre la cage? En fait, historiquement, on a vu, Dustin Poirier, il a déjà été battu dans l'octogone. Et donc, il y a des plans qui ont été révélés aux yeux de tous pour savoir comment battre Dustin Poirier. Et il s'avère que quand il se retrouve dos à la cage, Dustin Poirier, c'est là où il fait parfois ses mauvais choix, ses fameux choix de guillotine, justement. Quand il sent que la projection va arriver, plutôt que de remettre les bras à l'intérieur, il va tenter une guillotine, ce qui va permettre à BSD derrière de ramener le combat au sol. C'est ce qui est arrivé avec Khabib Nurmagomedov, où Khabib effectivement a été pris dans la guillotine, mais il a préféré prendre le risque de prendre une guillotine, mais de pouvoir ramener au sol dans une position favorable. Alors je sais que Poirier s'entraîne beaucoup en lutte en ce moment, certainement parce qu'il craint d'aller au sol avec Benoît. T'as d'autres choses qu'il pourrait privilégier plutôt que d'aller coller au corps à corps? Uniquement en striking, il y a des choses qu'il pourrait faire contre Dustin Poirier? Donc là, c'est pour ça que je compte sur Taylor. Taylor, est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment on presse par la présence, comment on oblige son adversaire à rester sur la défensive, c'est assez même simple. sans combattre? C'est-à-dire qu'au moment où vous allez... Souvent, le combat va démarrer, on va être ici, un peu plus au centre de la cage. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir tendre le bras. Benoît le fait d'ailleurs. Il tend comme ça son bras avant. Donc, lui va reculer pour pouvoir céder un peu l'espace. Et à chaque fois qu'il va reculer, même si je ne touche pas et que je ne frappe pas vraiment, je vais venir récupérer l'espace qu'il vient de me laisser. Et du coup, ça fait que je n'ai pas mis un coup, mais regardez progressivement ce qui se passe. Il recule. Et je le presse contre la cage sans même avoir mis un seul coup. Donc, je suis ici. Voilà, il va se décaler un petit peu, forcément. Je suis. Cadrage. Je suis ici. Voilà. OK. Ensuite, on a Benoît qui va venir lâcher son kick de la jambe gauche, en low kick, qui peut être une très bonne option pour Poirier. Son middle qui peut placer également. Attention à ça, aux saisies. Et bien entendu, son high kick. Et derrière, alterner, kick, point, kick, kick, et il vient coller. Mais donc la finalité sera la même pour vous, quoi qu'il arrive, ça va être d'aller coller Dustin Poirier. Ouais, je pense clairement. À un moment ou à un autre, on l'a dit, Dustin Poirier a un très bon striking, il est peut-être même plus technique que Benoît en striking, donc si Benoît voulait faire le combat debout à distance, je pense que là c'est Poirier qui pourrait prendre l'ascendant. Bon, on va passer à la clé de Taylor maintenant. Première pour Benoît Saint-Denis à l'UFC, il va affronter un gaucher. Donc la garde de son adversaire ne sera pas la même. Montre-nous un petit peu en quoi ça va changer par rapport à ce qu'il a pu faire avant pour Benoît Saint-Denis. C'est assez simple. La différence, c'est que d'habitude, il avait affaire à des droitiers. Mettons droitier. Donc, quand il venait frapper, il frappait en low kick, il frappait à l'intérieur de la cuisse et il frappait à ce niveau-là, au niveau du corps. Là, la différence, c'est que il va être directement bien placé, comme deux droitiers finalement qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'il sera placé sur le mollet extérieur, donc pour les calf kicks, sur la jambe extérieure pour les low kicks hauts, et bien sûr sur les middle. Donc, au niveau des middle, il sera placé là directement du bon côté, donc du côté du foie, où il pourra venir shooter par là, et bien entendu sur la high kick. Donc, moi je pense que sa jambe gauche reste quand même un problème dans ce combat-là. C'est-à-dire qu'on a un Poirier qui en plus a tendance à baisser les mains pour pouvoir réajuster son short, pour pouvoir se recoiffer. Donc, non mais c'est vrai, c'est vraiment ce qu'il fait en plus. Non, Antoine, il n'a pas de problème, toi non plus. Donc, moi je pense que ces moments-là, il peut les utiliser pour pouvoir shooter, mixer avec son striking et venir coller comme on l'a vu. Toi quand tu coaches un combattant gaucher qui va combattre contre un gaucher, qu'est-ce que tu as tendance à leur dire? En fait, si tu veux, déjà, la première problématique généralement qu'on rencontre avec gaucher contre gaucher, c'est que les gauchers sont
sont parfois pas habitués à tourner avec des gauchers. Donc je pense que c'est ça que les gens disent quand ouais, peut-être que Benoît pourra pas utiliser sa jambe arrière, etc. Les mecs, ils ont des camps d'entraînement entiers avec des gauchers, etc. Donc comme Taylor le disait parfaitement, pour moi, il y aura pas cette problématique-là. Gaucher contre gaucher, ça revient à droitier contre droitier. Ouais. Donc c'est des configurations classiques, en fait. Et il n'y a pas besoin de réinventer quelque chose dans ce genre de configuration-là. Un coach comme Daniel Warin, il va parfaitement savoir orienter le combat. Après, sur cette problématique, juste pour terminer sur le kick du gauche, Frévola, par exemple, qui s'est pris le kick de Benoît Saint-Denis en plein visage, a dit que sur cette configuration, ce serait pas possible contre Dustin Poirier. Est-ce que tu peux essayer de nous montrer pourquoi est-ce qu'il arriverait quand même à le faire, même s'il est face à un gaucher? Bah, en fait, alors je suis pas d'accord avec Frévola, c'est que la configuration dans laquelle lui prend le high kick, il le prend en sortie de corps à corps. Alors on lui demande les coudes dans son coin. High kick, il a été. C'est terminé, Benoît Saint-Denis. Oh, c'est fou. Par KO dès le premier round. Donc à partir de ce moment-là, les gardes ne comptent presque même plus, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont au contact. Donc on sort d'une prise au contact, et là il sort de ce côté-là. Donc à partir de là, je vais envoyer mon high kick. Mais on peut avoir exactement la même configuration avec Dustin Poirier, où Benoît le colle contre la cage, il y a de la défense, il sort, et regardez ce qui se passe. Au moment où il va se décaler, il se décale sur ma jambe arrière, et il va pouvoir envoyer le high kick. Est-ce que tu es d'accord avec Taylor, Antoine? Tu penses que c'est simplement dans ce genre de situation, type sortie de corps à corps, qu'il pourrait envoyer son high kick au visage et le toucher au visage? Alors, je pense qu'il peut l'envoyer dans plein de situations différentes, le high kick. C'est une de ses armes maîtresses aujourd'hui. Et encore une fois, c'est l'opportunité qui va se présenter. C'est-à-dire, si Poirier sort à droite, par exemple, et qu'il est sur sa jambe droite, il peut peut-être envoyer sa jambe droite, qui sait. S'il sort à gauche, s'il sort en bas, s'il sort en haut, et attention également au contre de Poirier quand il sort. Parce qu'il peut lui aussi, sur les sorties de corps à corps, envoyer un crochet qui peut ébranler. Le vrai danger vient des contres. Il vient de ce genre de situation. C'est-à-dire, Benoît, qui de temps en temps a tendance à échanger un petit peu large, sur des crochets, ça va venir sur ce genre d'action où il va venir bloquer le crochet de Benoît, là, et remiser soit avec cette main-là, ou alors avec le bras arrière. C'est-à-dire, j'arrive là, je mets le crochet, et voilà ce qui se passe. Elle est donc un peu moins violente. Ouais, belle sortie. Retrait du buste, et maintenant c'est lui. Et celui qui a touché. On les attaque, il a touché McGregor. McGregor résiste. Gauche, il est touché. Faut pas qu'il joue à ça. Faut pas qu'il joue à ça. Il est KO. Ça, c'est ce que fait très bien Dustin Poirier. Le blocage et la remise, il le fait très très bien. Donc il va vraiment falloir se méfier de ce genre d'action où j'arrive ici et je me fais cueillir de ce côté-là avec un crochet du gauche. Antoine, tu as un truc à rajouter sur ce qui pourrait se passer techniquement pour BSD, pour Poirier? Non, mais s'il continue de faire ce qu'il fait d'habitude, pour l'instant ça marche très bien pour Benoît. Il l'a fait sur tous ses combats avec des profils d'adversaires différents. Ça marche toujours, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas contre Poirier. Bon les gars, ça y est, je crois qu'on a toutes les clés là pour notre BSD contre Dustin Poirier. Maintenant, vous le savez, il faut prendre votre téléphone, aller sur BetClick et parier. Antoine, vas-y, ton pronostic. Alors, d'habitude, je suis pas très en réussite sur les pronostics, mais là, j'ai tellement étudié ce combat que je me dis ça peut pas se passer autrement. Je vois BSD s'imposer avec un pressing agressif non-stop dans le premier, deuxième et troisième round. Dustin Poirier cède et à mon avis, ce sera un TKO. Ok, victoire Benoît Saint-Denis, troisième round par TKO. Taylor, à toi. Moi, je vois un résultat assez similaire. C'est-à-dire que je vois Benoît faire exactement ce qu'il sait faire. Faire attention, pas prendre un mauvais coup, le presser, l'emmener au sol, l'user. Par contre, je vois bien s'imposer par soumission, moi. Donc je dirais BSD, soumission, round 3. Et si vous deviez trouver, mettez-vous d'accord, une cote de folie, un truc un petit peu plus fou qui pourrait se passer, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors moi, pour moi, ce qui serait vraiment improbable, ce serait que Benoît s'impose par décision, au terme de 5 rounds. On n'a jamais vu ça dans sa carrière, donc ce serait inédit, mais ça pourrait très bien arriver. Victoire de Benoît Saint-Denis à la décision, c'est assez ouf. Ouais, ce qui serait ouf, c'est un match nul, mais... Ah ouais, ça serait... Ouais, bon, allez, on s'accorde sur la victoire de Benoît Saint-Denis à la décision. Mais décision, et en plus, c'est au bout des 5 rounds, et avec le punch des deux, on se dit que déjà qu'ils passent 5 rounds, les deux, ça paraît quasiment impossible. Moi, ça me paraît pas possible qu'ils passent 5 rounds. Allez, on est de retour devant l'octogone. On va s'intéresser au combat principal de l'UFC 299 entre O'Malley et Vera. O'Malley, c'est le nouveau roi des moins de 61 kilos grâce à sa victoire contre le dangereux Aljamain Sterling. Et puis, c'est une revanche. Vera, c'est vrai, c'est le seul actuellement à avoir battu Sean O'Malley en 18 combats professionnels. Puis c'est un combat qui ira vers Merab Dvalishvili, déjà désigné comme le contender du futur champion. Sean O'Malley is an absolute star. This guy's special. O'Malley came off of Dana White's Contender Series back in 2017. Oh, that is it! Oh, the Sugar Show! All
systems go ever since he has taken this sport by storm. He snapped in bed. He's got that it factor. But more important than anything, this guy can fight. The Sugar Show! This is just the beginning of the Sugar era. Chito, where you at? Marlon Chito Vera. This is the most decorated finisher in UFC bantamweight history, and he's the only man with a professional victory against Sean O'Malley. Oh, something's wrong with O'Malley's leg. Yep, his right leg. Oh! Huge elbow from Chito and another one. That is it. Welcome to the Chito Show. My toe. I won the fight, but I'm gonna kick his ass again. He got super lucky. He knows it. I'm gonna knock him out. Started up, we finish. Never running out of energy. Keep it going, I am Lennox. Sean O'Malley is a master at knocking people unconscious. Marlon Chito Vera. Let's go, baby! C'est ta catégorie, Taylor, d'ailleurs, donc tu la connais bien. C'est un top 15 qui est hyper condensé. Il y a O'Malley qui est le champion, il est suivi de Merab, donc contender numéro 1, et puis Marlon Vera. C'est assez étonnant, mais il est 5e et il est quand même actuellement le contender à la ceinture pour le contender de Sean O'Malley, qui reste Vera sur 5 victoires sur ses 6 derniers combats. Clairement, c'est le seul à l'avoir battu pour l'instant, donc c'est le champion face à son cauchemar, en fait, puisque Vera, actuellement, ça a été le cauchemar d'O'Malley. Il vient d'être champion, il vient de prendre le titre de fort belle manière contre Sterling. Et là, on va essayer de le faire durer un peu, je pense, en lui opposant Vera, qui, sur le papier, peut le battre, puisqu'il a déjà battu une première fois. Mais malgré tout, quand on compare les styles des deux hommes, on pense qu'O'Malley est favori. C'est ce que toi, tu crois ça aussi? O'Malley, il est favori et l'UFC le met un peu dans un cocon parce que c'est un bon combattant et qu'au niveau du marketing, c'est vendeur aussi, O'Malley. En fait, quand on regarde, moi, ce qui m'a frappé, tu vois, quand O'Malley il a gagné, il y avait au moins 6 ou 7 postes d'affilée sur O'Malley. Tu vois. Il a pris la ceinture, il a mis KO Sterling, et tu regardais sur Instagram, les 6 ou 7 postes à l'affilée, c'était O'Malley. On dirait qu'il y avait que lui qui avait combattu ce soir-là. Et du coup, là, on se rend compte que, ouais, quand même, le gars, il est bien aimé dans l'organisation. On peut dire ce qu'on veut, mais effectivement, on l'aime bien. Maintenant, le protéger, je sais pas, parce que le ranking, il est là, quoi, tu vois. Et là, les gars sont forts. Hein. Les gars, ils sont forts. Vera, c'est quand même un problème. Il y a Dvalishvili qui arrive derrière, donc ça peut se compliquer. Maintenant, pourquoi moi je suis un petit peu, j'ai quelques doutes, c'est que il nous a montré des faiblesses physiques en fait, Sean O'Malley. Il avait notamment des problèmes au niveau des chevilles, etc. Et c'est comme ça qu'il a été battu par Vera. C'est-à-dire que dans un combat précédent, il s'était blessé au niveau de la cheville. Vera ensuite l'affronte, il shoot au niveau des jambes. Et derrière, on voit que finalement, il est un petit peu fragile. Donc, s'il a réglé ce problème, bah, ça peut être une soirée difficile. Bon, on va passer à Chito Vera, c'est son adversaire du soir. Seule défaite donc de Sean O'Malley. Est-ce que du coup, il aurait avantage en tout cas à inverser un petit peu sa stratégie, aller plus au clinch et à la lutte, puisque c'est aussi parmi ses forces, à Chito Vera, et donc à essayer de gêner Sean O'Malley à ce niveau-là, alors que Sean O'Malley va peut-être s'attendre à ce que justement il attaque la jambe. Moi, je pense qu'il faut mélanger les deux, parce qu'il a un très bon clinch et une très bonne lutte, et surtout, il est très opportuniste sur ses soumissions. C'est-à-dire qu'il est capable de passer de clinch à un étranglement bras-tête, par exemple. Il l'a déjà fait. Il est rapide en transition, il est capable de faire ça. Dans ses transitions, oui, et surtout, il identifie à quel moment aller chercher la soumission. Et ça, je pense que c'est vraiment un de ses points forts également. Donc, je pense que vraiment, il va falloir qu'il mixe entre le travail en ligne basse et qu'il se ferme aucune opportunité. Il ne faut pas se focaliser que sur « je vais mettre des low kicks » ou alors « je vais frapper au niveau de la tête ». Non, je pense qu'il faut qu'il utilise tout le panel technique de MMA qu'il a à sa disposition. Et à mon avis, s'il fait ça, il va pouvoir le battre. Allez, deuxième round, on est toujours dans l'octogone de la Hatch Academy, Sean O'Malley contre Chito Vera. Taylor, tu vas jouer le rôle du champion. Et Fabakary, tu vas jouer le rôle de Chito Vera. La première clé pour toi, Antoine, de ce combat? La problématique, en fait, c'est frapper sans être frappé en retour, notamment dans les jambes, parce qu'on sait qu'il a les jambes fragiles. Donc Taylor, avec ses déplacements, ses nombreux déplacements, ses changements de garde, comment peut-il faire pour frapper Vera sans prendre de low kick en retour? La solution, déjà, c'est qu'il va falloir faire attention à ces changements de garde. C'est-à-dire qu'on le sait, O'Malley, il a tendance à être en droitier, en gaucher, pour pouvoir faire ce genre de contre où il va venir ici et ici. Il boxe pas mal comme ça. Ça, c'est la chose dont il va falloir se méfier. Maintenant, ça expose ses jambes. Donc, il y a deux solutions. Soit il y a le traditionnel blocage, donc que va envoyer Fabakary là avec le low kick extérieur, où je vais bloquer sur l'extérieur. On a dit qu'il le faisait pas, ça. Traditionnel. Ça, il va pas le faire, a priori. Mais malheureusement, il le fait pas souvent. Ou alors, il y a tout simplement, il va envoyer son low kick et il y a l'esquive.
C'est un peu plus ce qui ressemble à O'Malley, c'est-à-dire qu'il va être là, il va prendre la température ici, il va rentrer là, il va envoyer un kick ici, il va frapper avec les bras, avec son bras arrière, il va changer de garde, et il va plus utiliser les mouvements de jambes comme défense que les blocages. Les blocages, il en met très peu. Et en réalité, il va prendre des low kicks quand même, faut qu'on se le dise. il va quand même en prendre. Mais sa défense principale sera les retraits de jambes. L'état du tibia, ça a vraiment une incidence sur la fin de combat ? En fait, en réalité, O'Malley, Vera, ce qu'il va viser, il va pas forcément viser le tibia, il va viser le mollet. Le calf kick, c'est un coup qui est très en vogue en ce moment. Donc, quand il va envoyer son kick, voilà ce qui va se passer. C'est qu'il va frapper cette jambe-là. Donc, ce qui va se passer, au bout d'un moment, il va le balayer. Il va essayer d'annuler l'appui. Exactement. Et avec un appui en moins, il y a moins de frappe et il y a moins de déplacement. Donc, c'est un enjeu vraiment majeur pour O'Malley de pas être trop écarté dans les appuis, parce que forcément, plus il sera écarté, plus il aura un écartement de jambes grand et plus il aura du mal à retirer les jambes pour pouvoir défendre les kicks. Donc, il faut vraiment avoir un juste milieu entre une distance où les jambes sont resserrées et où il va pouvoir tirer les jambes comme ça, ou alors les deux jambes, et entre rester fixe sur ses appuis pour pouvoir frapper et faire des dégâts. Il est très à l'aise au niveau des mouvements, Sean O'Malley, et justement, grâce à ses mouvements, grâce à ses esquives aussi, qu'il fait très bien, il pourrait se créer des ouvertures en striking. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a un O'Malley qui est là, qui va être plutôt agile sur ses appuis, qui va venir frapper ici, qui va venir frapper avec la jambe avant, qui va reculer au moment où, justement, Vera va rentrer. Ça, c'est un de ses contre-favoris. Ça fait quand même 2 fois qu'il se fait attraper. Oh non! Il l'a séché avec un contre du. Il est encore réactif pour l'instant. Mais il en mange, mais il mange là, mais il mange. Oh là 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 là! Incroyable! Incroyable! Il envoie une frappe, vous avancez et il part par là. C'est vraiment l'arme favorite de O'Malley, avec ses jambes bien sûr. Il frappe et au moment où vous rentrez, il y a celle-là aussi qui fait en changement de garde. C'est-à-dire qu'il frappe là, il change de garde et il contre. Antoine, vas-y, tu commences à te mouiller sur la manière dont pourra se terminer ce combat. Moi, je pense que O'Malley va gérer son adversaire pendant 5 rounds et qu'il va gagner par décision. Donc une décision, un combat peut-être un petit peu soporifique, mais finalement avec un O'Malley qui domine. Taylor, t'as pas l'air d'être trop déstabilisé. Toi, je sens que t'as une tête à miser sur un finish. Là. Ouais, moi je vois un finish parce qu'il a acquis beaucoup de confiance, c'est le champion, là c'est son moment. Et Vera laisse quand même des petits espaces pour, donc moi je pense que Sean O'Malley va le mettre KO. Bon, alors moi, je peux vous proposer une super cote aussi, les gars. On rappelle, c'est une revanche. Seule défaite de Sean O'Malley en carrière, c'était contre Chito Vera. Moi, je me dis que Sean O'Malley, il peut gérer son combat et le terminer au 5e round. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça colle un peu avec ce que je disais. Moi, je pense une décision, mais effectivement, s'il l'use pendant 4-5 rounds, oui, il peut peut-être le terminer à la fin. Il a les armes pour. Bon, faudra s'intéresser à... Ce que je pense, c'est qu'il peut ne pas se passer grand-chose dans les 3 premiers rounds, 4 premiers rounds, parce que Vera laisse assez de temps. Ça s'excite à la fin. Vera tente d'aller gagner un peu le combat et gagner les rounds. Et là, il fait une erreur et il le met KO au 5e. Bon, écoute, la méga cote est intéressante. Je pense que vous êtes tous les deux d'accord. On va aller voir ce qui va se passer sur le reste de la carte. C'est vraiment un combat qui sent la poudre et d'ailleurs ça pourrait être la dernière chance de Burns, pourquoi pas de se rapprocher du titre des moins de 77 kilos. Trajectoire inverse pour Della Maddalena qui lui est en pleine ascension. Mais attention, car le Brésilien c'est un combattant complet, il devra composer face à la boxe de l'Australien. Ce dernier pourrait même enchaîner une 17e victoire de rang et donc se rapprocher d'une ceinture. On va voir les forces et les faiblesses dans 2 secondes. Juste en un mot, les gars, c'est vrai que c'est une opposition de style, là, et on va vraiment être très, très attentif à la boxe de Della Maddalena qui est très méchante. Gilbert Burns a déjà affronté tous les meilleurs dans 2 catégories de poids différentes. Maddalena est en train de monter. Donc là, c'est vraiment le test, à savoir si Maddalena est prêt pour l'échelon supérieur. Jake Della Maddalena, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, je suis fan. Je monte dans le train. Clairement, je montais dans le train. Moi, je suis descendu du train. Le train de live. Ah, donc vous voyagez plus ensemble. Non, on voyage plus ensemble, exactement. C'est lui qui a tort, il va remonter après. On va voir. Moi, je viendrai vérifier tout ça quand même. Donc, Della Maddalena, moi, je le vois comme le futur de la division.
16 victoires d'affilée, et puis il faut voir les résultats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de finishes dans ces combats. Moi, vraiment, je suis impressionné par ces fights. La sérénité qu'il a, on a l'impression que c'est facile ce qu'il fait, en fait, quand il est dans la cage. Et vraiment, il m'impressionne. Gilbert Burns, Antoine, rapidement, c'est un ancien. Et il avait, en début 2023, on avait beaucoup parlé de lui parce qu'il avait énormément combattu. Il avait fait 3 combats en moins de 4 mois, 2 victoires, 1 défaite. Malgré tout, voilà, c'est un combattant qu'on a apprécié, mais qui est plutôt sur la fin. Qui a un énorme bagage en jiu-jitsu brésilien. Il vient du JB, il était plusieurs fois champion du monde, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc il a l'un des meilleurs sols à l'UFC, toutes catégories de poids confondues. Malheureusement, on ne le voit pas tant que ça, son sol dans les combats. Malgré tout, c'est un combattant qui va à la guerre, qui a fait un combat mémorable contre Chimaev, tout le monde s'en souvient. Et il a établi sa place dans les hauteurs du classement. Il a combattu pour la ceinture. Je vous rappelle que c'est aussi le premier homme à avoir envoyé Kamaru Usman au tapis. Ouais. Donc ça prouve que pour un jiu-jitsuka, il a travaillé sa boxe et il a une knockout power. Burns, il va essayer d'emmener le combat au sol parce que c'est le domaine où Maddalena est pas à l'aise et c'est là qu'il va pouvoir le museler. Il devrait essayer d'amener le combat au sol, c'est pas sûr qu'il le fasse. Maintenant, pour moi, la clé du succès, c'est simple. Burns, il a un niveau au sol exceptionnel. Maddalena a des lacunes dans ce domaine. Donc le plus simple pour lui, c'est de réduire la distance. C'est une vraie problématique en MMA. On réduit la distance vraisemblablement avec des coups parce que Burns a du striking et derrière, il est agressif. Voilà. Il a du striking et il est agressif. Donc l'idée, c'est de rentrer très fort par là. Et changer de niveau, voilà, dès que Maddalena veut remiser. Et une fois au sol, alors là, les options sont nombreuses. Les options sont nombreuses et le combat est quasi gagné. Parce qu'on a un Maddalena qui a tendance à un peu prendre son temps au sol. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est dans cette position, il fait rien en fait. C'est-à-dire qu'il va attendre dans cette position que l'arbitre lève ou alors d'attendre que l'opportunité se présente. Sauf que avec un grappleur comme Gilbert Burns, elle peut ne jamais se présenter parce qu'il va vouloir inverser les hanches, se mettre à frapper, tenter d'améliorer sa position, venir avoir un contrôle plus fort. Et Maddalena peut être poussée ensuite à faire des erreurs. Par exemple, essayer de rentrer à l'intérieur pour cacher sa tête et du coup s'exposer un bravo choke. Ouais, Burns, il est très bon aussi dans les phases de position où ça change, dans les scrambles, etc. Ça veut dire que, comme on le voyait là, si Maddalena fait une erreur en voulant se relever, par exemple, etc., il peut se faire prendre le dos, il peut laisser une ouverture pour une soumission, etc. Donc ça peut aller très très vite au sol avec ce genre de profil. Là, juste les gars, vous misez tous sur le fait que si ça va au sol, il n'y a aucune chance pour Maddalena qui va s'épuiser tout seul. Il a pas travaillé certaines techniques pour pouvoir contrer ça. On imagine qu'il a travaillé, mais ça va être dur de bloquer. Ça va être dur de bloquer 20 ans de jiu-jitsu. Voilà. Et une puissance qui est plus à démontrer pour Burns. La puissance qui est avec et 20 ans de jiu-jitsu. On a une deuxième clé, c'est la tienne, Taylor, maintenant. C'est sur l'aisance en striking de Maddalena, parce que lui, il est aussi à l'aise en garde de droitier qu'en garde de gaucher. Il est capable de faire les deux, il peut être dangereux des deux côtés. Exactement. Maddalena, il a cette posture-là, il a les mains hautes, et il fait une espèce de combat de boxe anglaise, en fait. C'est-à-dire qu'il va changer de garde, il va être ici, il va se mettre par là, et il va commencer souvent tête, corps, tête. Il varie beaucoup ses enchaînements. Et par contre, il arrive à faire des dégâts partout. C'est-à-dire que chaque frappe est significative. Donc, 1, 2, 3. Ça va être ce genre d'enchaînement qu'il va utiliser. Ouais. Il fait exactement la même chose en gaucher. 1, 2, 3. Et parfois, il repart là au corps aussi, il enchaîne. Il varie très très bien les zones de frappe. Ce qui fait qu'il use son adversaire au fur et à mesure. Et on a des combattants, comme Gilbert Burns par exemple, qui vont se focaliser sur cette partie-là du corps. Maddalena, lui, non, il va varier. Il va travailler là, ici, il va venir à l'intérieur, à l'extérieur, au corps, tout droit. Et c'est intéressant ce que montre Taylor là. Ouais. C'est qu'en fait, c'est pas 3 coups, 4 coups, il peut aller sur 10 coups, Maddalena, en fait, c'est ça. Il enchaîne. Et quand il arrive à vous coincer dans un coin, alors là, là il envoie. Il part ici, là, il revient, il repart là, et il enchaîne un peu de tous les côtés. Alors, ce qui ne devrait pas se passer, en revanche, c'est que, on l'a dit, le striking de Burns, il peut être grisé, il peut avoir envie de le faire. On peut se dire qu'il peut envoyer des larges crochets. Mais peut-être qu'avec le niveau de striking de Maddalena, il pourrait être capable de les esquiver. En tout cas, de ne pas se prendre ce large crochet un peu téléphoné de Burns. Ça, c'est un des risques. C'est-à-dire qu'on a un Burns qui envoie un large crochet, Maddalena le bloque et contre, ou alors il l'esquive avec un retrait et
Ça peut arriver. Il a les qualités pugilistiques pour faire ça, Maddalena. Et malheureusement, Gilbert Burns, de temps en temps, il se met dans ce genre de situation où il va envoyer un crochet très large là et il peut se faire contrer par la suite. Burns, il a ce sol exceptionnel, il vient du sol, etc. Mais il aime le striking, il aime rester debout. Et il y a des fois où en fait il se laisse emporter dans le combat et il veut rester debout. Et je pense que si on part sur cette configuration-là, ça peut peut-être devenir compliqué. Burns, Della Maddalena. Antoine, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ce combat? Je pense que Burns peut le faire quand même, parce qu'il y a tellement d'armes à sa disposition pour gagner ce combat. Ce serait bête de ne pas les utiliser. Et c'est un combat important pour lui. Je pense que Burns va gagner. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre sa nature profonde. Donc, je vois une victoire de Maddalena. Victoire de Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena, victoire. Et si je vous propose un petit truc un peu affiné avec une victoire de Jack Della Maddalena par KO TKO dès la première reprise, ça pourrait être pas mal, ça. Ça va être dur de descendre quand même Burns dès le premier round, peut-être au deuxième, allez. Ouais, moi je dis round 2. KO round 2, c'est ce que j'avais en tête en vrai, mais je dis un KO round 2 Maddalena. Ouais. Ok, ça paraît pas mal. Bon les gars, pour terminer l'émission, je vous propose un truc de fou. Est-ce que vous étiez déjà à l'UFC 100? Non. Non plus? Non. T'étais à l'UFC 200 peut-être? Ouais, j'étais à l'UFC 200. Et toi? Non. Non, t'y étais pas. Bon, bah en tout cas, ce que RMC Sport et BetClick vous proposent, c'est potentiellement d'aller assister à l'UFC 300. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'appli BetClick entre le 8 et le 10 mars. Tout sera détaillé. Il y a un pack complet à gagner, un séjour à Las Vegas, billets d'avion, les places pour l'UFC 300 et évidemment pour tous les événements qu'il y a autour de cet event. Rendez-vous donc sur l'appli BetClick. C'est très simple. Tous les détails sont à y retrouver. T'as encore les mitaines, ouais, je les ai gardées, j'ai envie. C'est comme les combattants qui gardent le protège-dents quand ils font les interviews dans la cage. J'ai des projets pour Antoine. Samedi soir sur RMC Sport, ça commencera sur la chaîne Twitch et puis ensuite sur RMC Sport 2 à partir de 23h30. Début des festivités avec Thomas Desson qui sera en plateau et à partir de 2h du matin, la carte préliminaire de l'UFC 299 à partir de 4h du matin. La carte principale, on vous le rappelle, le co-main event, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Merci à toutes et à tous d'avoir été à nos côtés pour cette première édition de la carte. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Ciao. She wanna take it all on me. Get buzzed like coffee. Spilling all over the car seat.